Bien, donc on reprend pour notre cours où on est donc sur le statut des dirigeants toujours, et on était, chers amis, on s'était arrêté, on était en train de parler des quotas en fonction des représentants de chaque sexe. On s'était quitté là-dessus l'autre fois, loi du 27 janvier 2011, loi Copé-Zimmermann. Pour la petite histoire, l'Assemblée nationale qui avait voté cette loi ne respectait absolument pas le minimum de représentantes du sexe féminin qu'il est question d'imposer ici aux sociétés. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on peut considérer que l'égalité homme-femme se fera de manière naturelle, progressive, et que viendra un jour où les femmes auront autant de chances que les hommes d'accéder au conseil d'administration, pas de sourire de ce type-là, s'il vous plaît, messieurs, auront autant de chances que les hommes d'accéder au conseil d'administration des sociétés. Et puis, on peut aussi, et c'est le pari, c'est le choix qu'a fait plutôt le législateur, on peut aussi décider que, eh bien, le législateur va forcer la main des acteurs privés et va donc obliger les sociétés, alors ce n'est pas toutes les sociétés, mais va obliger certaines sociétés à avoir dans leur conseil d'administration un minimum de représentants de chacun des deux sexes pour éviter qu'on ait des conseils d'administration avec 100% d'hommes, parce que c'était la situation qui était la plus fréquemment rencontrée. Et donc, comme souvent, on part du haut, c'est-à-dire que ce sont les très grandes sociétés qui sont visées en premier. C'est vrai que les très grandes sociétés ont sans doute moins de difficultés que les autres à atteindre cet objectif de représentation équilibrée. Elles peuvent faire rentrer dans leur conseil d'administration, sans doute plus facilement que les autres sociétés, des représentants du sexe qui ne seraient pas encore présents au sein du Conseil. Donc, avec cette loi Copé-Zimmermann, on a modifié concrètement comment est-ce qu'on a procédé. On a pris dans les articles sur les administrateurs, je prends les articles en question, CL 225-17 particulièrement, on est venu nous dire, article L 225-17, la société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, les statuts fixent le nombre maximum, etc., etc. Et on a ajouté déjà là un alinéa. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Donc ça, c'est un texte qui vaut pour toutes les sociétés anonymes, cotées ou non cotées, quelle que soit leur taille. On vous dit que le conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une représentation équilibrée, ça veut dire que dans toutes les sociétés anonymes, il faut rechercher une représentation équilibrée. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire? Non. Ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation d'atteindre le résultat. Mais c'est un texte, alors j'ai parfois discuté avec des représentants d'associations professionnelles ou des parlementaires qui estimaient que le texte n'imposait rien. Je crois que le texte n'impose pas d'obligation de résultat, mais il n'impose pas rien, il impose d'avoir fait quelque chose, même si ça n'est pas couronné de succès. Donc, il y a beaucoup de sociétés, à mon avis, qui ne respectent pas la loi. Alors, ça peut être fait d'une manière qui est, pourrait-on dire, quasiment de façade, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'on a fait un effort, mais dire qu'on n'a rien à faire parce que la loi n'imposerait pas d'obligation, c'est faux. Idéalement, chaque société anonyme, lorsqu'elle veut nommer un nouvel administrateur, doit se poser la question de savoir si son conseil est équilibré ou non en termes de représentation des sexes. Donc ça, c'est une première modification de la loi. Et puis, deuxième modification, c'est ces fameux quotas. Là, on rentre dans des choses qui sont plus lourdes, mais qui sont aussi plus substantielles. C'est l'article L 225-18-1 du Code de commerce.
L225-18-1 du Code de commerce. Là, on est venu nous donner des règles qui sont, c'est pas juste il faut essayer d'avoir une représentation équilibrée. On nous dit beaucoup plus clairement et beaucoup plus substantiellement la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40%, donc minimum de 40% d'hommes et de 40% de femmes, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Et on va étendre la règle aux sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient un nombre moyen. Au début, c'était 500 salariés, maintenant c'est 250, et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Donc les sociétés qui ont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total du bilan et 500 salariés ou, pour le futur, je vais vous dire comment, 250 salariés, eh bien, vont être soumises à cette règle de 40%. L'entrée en vigueur, c'est qu'on a cette loi, alors la loi de 2011, c'est la loi Copé-Zimmermann, et on a une loi qui s'appelle loi, qu'on a appelée loi Vallaud-Belkacem, du nom de la ministre qui avait déposé le projet de loi. Et donc, cette loi, qui est une loi du 4 août 2014, elle a baissé le seuil de 500 à 250. 250 s'appliquant à compter de 2020. Parce que 250, on est quand même en train d'aller taper dans des entreprises qui ne sont pas des très grandes sociétés. 250 salariés, ce n'est pas des très grandes sociétés. On est, voilà, 250, c'est la limite des PME. On est en train d'arriver sur les entreprises de taille intermédiaire. Bon, ces entreprises de taille intermédiaire, ce n'est pas si évident que ça. Je le dis, ce n'est pas du tout contre l'égalité homme-femme. Il faut avoir en tête, quand on prend ce genre de mesures, le fait que ça introduit pour les entreprises des nouvelles contraintes. On peut dire que les entreprises doivent tellement respecter l'égalité homme-femme qu'on va leur demander d'avoir un conseil d'administration qui va avoir une composition, sinon égalitaire, au moins équilibrée. On peut décider ça. Mais il faut comprendre que si on demande ça à une entreprise privée, ça veut dire qu'elle n'est plus libre, comme elle l'était avant, de choisir ses dirigeants. Ça veut dire que si elle hésite entre plusieurs administrateurs, eh bien, ce n'est pas juste le critère de qui est le plus compatible avec les autres membres du Conseil, qui a les compétences qu'il nous faut à tel moment qui rentre en compte, c'est aussi le sexe de chacun. Il y a sans doute moyen de s'en sortir en nommant plusieurs administrateurs en même temps et du coup en nommant peut-être, voilà, si on augmente le nombre d'administrateurs total du Conseil, eh bien, on peut peut-être faire rentrer l'administrateur homme qu'on voulait, tout en faisant rentrer des femmes en même temps, et du coup, on s'en sort en étant... Enfin, je dis ça, c'est pas, ne prenez pas mon exemple comme ah, c'est forcément les femmes qu'on ne voulait pas, on voulait l'homme. Mais il faut penser qu'on est dans des structures qui sont de petites structures. Il n'y a pas un marché forcément infini des administrateurs et des administratrices. Ça va poser aussi un problème qui tient à ce que des personnes qui veulent en même temps, qui sont en même temps disponibles pour être administrateurs ou administratrices, on n'en a pas forcément une infinité. Il y a des associations, il y a par exemple l'IFA, Institut français des administrateurs, c'est une association d'administrateurs qui, c'est pas le bon coin des administrateurs, mais l'idée c'est quand même de pouvoir mettre en contact les personnes qui cherchent des administrateurs et les administrateurs qui sont disponibles pour exercer des mandats. Parce que vous avez aussi progressivement, on resserre de plus en plus les règles de conflit d'intérêts et on tend à limiter le nombre de mandats qu'une personne peut exercer en même temps. Et donc, vous allez arriver à un moment où les personnes qui sont disponibles, quand il va y avoir besoin de beaucoup de femmes pour compléter les conseils d'administration, je viens tout de suite à ces questions pratiques d'entrée en vigueur de la loi,
quand il va y avoir besoin de beaucoup de femmes pour compléter les conseils d'administration, eh bien, il va peut-être y avoir un problème à un moment donné de personnes disponibles ayant à la fois les compétences que veulent chacune des sociétés qui ont besoin d'administrateurs, mais qui rempliront aussi les conditions de non-cumul de mandats. Aujourd'hui, la règle, c'est que dans une société anonyme, vous avez un cumul qui est autorisé, qui est plafonné en principe à 5 mandats d'administrateurs en même temps, et donc vous ne pouvez pas dépasser ce nombre de sièges. Et voilà, si vous êtes déjà engagé auprès de plusieurs sociétés, ben, à un moment donné, ça doit s'arrêter parce qu'il faut rester à la fois disponible. Si vous avez 18 mandats en même temps de sociétés anonymes, vous n'êtes pas disponible pour exercer librement votre mandat, vous n'avez pas le temps nécessaire. Quand il va y avoir des conseils d'administration qui vont être convoqués, vous allez avoir ce qu'on appelle des conflits d'agenda, donc vous ne pouvez pas être présent en même temps au conseil. Et puis, si vous intervenez dans des sociétés qui sont toutes plus ou moins du même secteur d'activité parce que vous êtes un ou une spécialiste reconnue de ce secteur d'activité, le problème c'est que, oui. Non, mais je pensais que vous vouliez intervenir pour finir ma phrase. Et c'est quoi le problème dans cette situation ? Alors, oui, on est en contradiction avec la liberté contractuelle, mais la liberté contractuelle, vous le savez, elle n'est pas infinie. Et à un moment donné, si on estime qu'il y a cet impératif de représentation équilibrée, on peut imposer. Mais oui, la liberté contractuelle, c'est aussi la liberté de choisir avec qui on contracte. Mais on ne vous dit pas, enfin, on ne vous oblige pas à choisir précisément telle personne. On vous dit plus largement qu'il faut avoir une représentation équilibrée. Mais je termine mon exemple. Vous êtes un spécialiste reconnu du secteur des télécoms. Vous siégez au conseil d'administration d'Orange, au conseil d'administration de Free. Quels sont les mots qui vous viennent en tête ? C'est un conflit d'intérêts, ou du moins vous avez un problème de... Oui, vous êtes en même temps administrateur de deux sociétés qui sont en concurrence. Quand vous êtes au conseil d'administration de l'une, comment vous faites pour gérer le fait que vous avez des informations privilégiées du fait de votre présence au conseil d'administration de l'autre? Alors, si les choses sont bien faites, cette situation, on ne la rencontre sans doute pas. On ne vous fait pas rentrer au conseil d'administration d'une société si vous êtes déjà au conseil d'administration d'une société concurrente. Normalement. Ou alors, on a fait les choses d'une manière qui est... Alors, quelqu'un indique ici, voilà, vous avez certaines sociétés, je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais quelqu'un nous indique en direct une référence qui serait que la société Lafarge aurait, au conseil d'administration en 2016, une femme pour 17 membres. Bon, ben voilà une société qui ne respecte pas, visiblement, mais sous réserve de vérifier les informations, le seuil qui est demandé. Maintenant, attention, parce que ces sociétés, elles sont soumises à ce seuil de 40%, mais c'est un seuil qui entre en vigueur progressivement. Ce seuil particulier s'est reproduit sous l'article L225-17-1. Il est entré en vigueur progressivement, c'est-à-dire que ces sociétés, on leur a demandé d'avoir une proportion d'administrateurs qui ne peut être inférieure à 20% à l'issue de la première assemblée générale qui suit le 1er janvier 2014. Donc, à la fin de la première assemblée générale qui suivait le 1er janvier 2014, les sociétés cotées, et seulement les sociétés cotées, devaient respecter 20%. Et c'est en 2017, c'est à l'issue de la première assemblée générale qui suit le 1er janvier 2017 qu'on demande à ces sociétés de respecter le seuil de 40%. Donc ça, c'est pour les sociétés cotées. Première AGO qui suit le 1er janvier 2017, les sociétés
cotée en bourse. Merci donc c'est Hugo Ma, c'est un pseudo de Facebook, mais merci à lui, je ne sais pas s'il est ici, mais merci à lui d'indiquer aussi la source. Il vient de le faire, voilà, vous le connaissez tous, non? C'est quelqu'un d'entre vous? Non, enfin bon, vous n'êtes pas obligé de vous... Voilà, mais c'est merci en tous les cas, merci de ces informations. Voilà, c'est vraiment, je le dis, c'est pas par enthousiasme excessif vis-à-vis des réseaux sociaux ou d'Internet, mais c'est vraiment utile de... C'est vous? Non? Voilà. C'est vraiment utile de pouvoir faire ça, peu importe le visage de celui qui le fait. C'est vraiment précieux parce que voilà, c'est vraiment, là pour le coup, vous participez vraiment. Il y a toujours ces mots de participatif, contributif, ça fait toujours brancher, enfin ça fait brancher actuellement. Mais en tous les cas, c'est vraiment utile de pouvoir travailler comme ça parce que voilà des informations que je ne peux pas voilà, avoir toutes sous les yeux au même moment. Donc merci à vous de cette contribution. Bien. Ça, c'est pour les sociétés cotées. Pour les sociétés qui ont cet effectif de 500 salariés et qui dépassent donc 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on avait la loi de 2011 qui était entrée en vigueur, cette loi de 2011, elle prévoyait qu'on allait calculer, parce que ces seuils en réalité, ces seuils que je viens de vous indiquer, il s'applique aux sociétés qui dépassent pendant 3 exercices consécutifs les seuils que je viens de vous indiquer. Donc ce n'est pas une société que vous constituez aujourd'hui avec 500 salariés et qui, au cours du premier exercice, a plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est concernée. C'est une société qui va, pendant 3 exercices consécutifs, dépasser ces seuils. Et donc, si la société dépasse ces seuils, à ce moment-là, il va falloir qu'elle respecte ces exigences d'avoir 40% de femmes ou d'hommes, si ce n'est pas le cas, mais encore une fois, en pratique, c'est généralement les femmes qui vont être concernées, d'avoir 40% de femmes au sein du conseil d'administration. La loi Vallaud-Belkacem a accéléré la féminisation des conseils d'administration, puisque tel que c'était fait par la loi Copé-Zimmermann, c'était 3 exercices qu'on commençait à calculer à compter de 2017. Ça voulait dire que c'était en 2020 qu'on allait devoir, pour ces entreprises de taille intermédiaire, mettre le conseil d'administration en conformité avec la loi. 2020, c'est dans très longtemps. Et puis, en 2014, on a accéléré le processus, et ces sociétés-là, elles vont devoir se mettre en conformité avec la loi dès 2017. Alors, il y a un débat pour savoir si c'est 2017 obligatoirement ou 2017 s'il faut nommer des administrateurs. Mais on comprend que ces sociétés-là vont devoir avoir dans leur conseil d'administration 40% de femmes. Et si on y réfléchit, on peut se dire que c'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent parce qu'on est en train de parler de sociétés qui sont des sociétés qui ne sont pas des très grandes sociétés. C'est des sociétés qui sont souvent des sociétés familiales, qui ont des petits conseils d'administration. Si on les oblige à respecter cette loi, ça veut dire qu'elles doivent faire rentrer dans leur conseil des personnes qui ne sont pas forcément de la famille, elles doivent faire entrer des personnes qu'elles ne connaissaient pas jusqu'à maintenant. En tous les cas, bon, on peut se dire très bien c'est important l'égalité des sexes, il n'empêche qu'on va peut-être, j'assume ce propos, bousculer de manière excessive la gouvernance de ces entreprises. Voilà. Après, voilà, peut-être que dans quelques années, on aura oublié ça et on se dira c'est quand même merveilleux que notre loi ait atteint ce résultat. Mais, et encore une fois, l'intention est bonne, mais on peut se dire que c'est peut-être une contrainte qui va trop vite, qui va bousculer trop la gouvernance de sociétés qui ne sont pas des très grandes sociétés. Et puis, il faut quand même remarquer une chose aussi, qui est que quand nos rédacteurs de textes décident de consacrer dans les sociétés, dans les entreprises privées, l'égalité homme-femme, ils le font, oui,
mais ils ignorent, semble-t-il, que les sociétés anonymes, eh bien, ce ne sont pas toutes les sociétés. Ce ne sont pas toutes les sociétés, ce sont même aujourd'hui une part très réduite des sociétés. Je vous avais déjà donné ces statistiques, mais aujourd'hui, dans la constitution chaque année des nouvelles sociétés, les sociétés anonymes occupent une part qui est vraiment minuscule. C'est quelques centaines, 100 et quelques, 200 sociétés anonymes nouvelles qui sont constituées. 48%, 49% des nouvelles sociétés sont des SARL, des sociétés commerciales. 48%, 49% des sociétés nouvelles sont des SAS. Et les SAS sont des sociétés par action qu'on peut utiliser pour à peu près les mêmes objectifs que la société anonyme. Grosse différence entre les deux, une SAS ne peut pas être cotée en bourse, mais les sociétés cotées en bourse, elles sont déjà concernées par le dispositif de 40%. Aujourd'hui, vous avez sans doute beaucoup de sociétés anonymes qui ne se sont pas encore transformées en SAS, qui vont le faire, notamment pour éviter cette contrainte liée à l'obligation de respecter ce seuil de 40%. C'est triste à dire, mais bon, il y a d'autres contraintes que l'on évitait déjà en étant une SAS par rapport à la société anonyme. Alors on peut se dire pourquoi cet oubli de la part des personnes qui font les textes. Comme les SAS n'ont pas forcément de conseil d'administration, c'est pas facile d'appréhender le conseil d'administration d'une SAS. Il faudrait viser le conseil d'administration ou l'organe équivalent. Et ça va donner lieu à des discussions, à des incertitudes. Mais on peut se dire qu'avoir des lois qui posent des règles très rigoureuses et puis qui laissent complètement de côté des sociétés qui sont aujourd'hui très largement utilisées, on peut se demander si on n'a pas finalement fait l'égalité homme-femme sur le papier en laissant la réalité de côté. Voilà, petit message pour ceux qui font nos lois. Alors maintenant, ça donne du travail aux avocats, ça leur permet de faire des transformations de société, mais il n'y a pas que la société anonyme comme société commerciale. Bien, ce message d'information étant transmis, on continue sur... Donc là, on était dans les qualités requises, c'est le grand B. On est dans les dirigeants, section première, la nomination, paragraphe premier, les conditions. On a fait le grand A, mode de nomination, par les statuts ou par une décision postérieure. On est dans grand B, les qualités requises. On a évoqué ce que l'on peut appeler les règles générales, capacité, qualité d'associé qui n'est plus souvent demandé, comme on l'avait dit, le sexe, effectivement. Deuxième point, on va voir les limites. Les limites, il y a des limites, des limitations précisément à la nomination d'une personne en qualité de dirigeant. Limitations qui peuvent tenir à des statuts particuliers, tout d'abord. Je vois que nous sommes suivis par un certain nombre d'avocats et on peut évoquer justement leur cas particulier. En principe, un avocat ne peut pas occuper les fonctions de dirigeant de société, et d'autres pays en Europe sont beaucoup plus libéraux de ce point de vue-là, mais en France, on considère que l'avocat est une profession. Je vois qu'il y a une candidate au bâtonnat, Marie-Aimée Perron, qui nous suit. Si elle veut intervenir, elle le peut. On a effectivement dans les professions libérales, vous le savez, il y a une incompatibilité avec la qualité de commerçant. Et ça s'étend effectivement au mandat que l'on va exercer dans une société commerciale ou dans une société même civile. Donc on interdit à l'avocat d'exercer ce type de mandat, sauf cas particulier, on vous dit, à moins que la société n'ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels, sous le contrôle du Conseil de l'ordre qui peut demander tous les renseignements nécessaires. Donc voilà une illustration d'une limitation. Si vous êtes avocat, vous ne pouvez pas devenir, comme le citoyen entre guillemets normal, dirigeant d'une société commerciale. Donc il y a des limitations qui tiennent à des statuts. Petite illustration d'ailleurs de comment on applique ce genre de règles. Est-ce qu'à votre avis, un avocat français pourrait devenir dirigeant d'une société de droit étranger?
On peut hésiter, est-ce qu'il faut appliquer le statut de droit étranger ou est-ce qu'il faut appliquer le statut de l'avocat? Eh bien, la Cour de cassation considère que ça doit viser aussi la direction d'une société de droit étranger, parce que, eh bien, c'est pas de l'interprétation stricte d'une loi pénale qu'on fait ici ou d'une exception, mais on considère que l'interdiction doit valoir pour des sociétés étrangères de même forme que celle visée par le texte, parce qu'on considère que l'objectif de la loi, eh bien, vaut aussi pour les sociétés de droit étranger. On a un arrêt de la première chambre civile du 6 décembre 2007 qui nous donne cette solution. Bien. Ça, c'est des limitations qui tiennent ici à une profession particulière, à la qualité de la personne qui pourrait être dirigeant. Mais le droit des sociétés lui-même formule aussi de telles interdictions, et je vous le disais il y a un instant, dans les sociétés anonymes, on a des règles d'ailleurs qui sont assez compliquées à lire, sur le cumul des qualités. Je retrouve à l'instant pour vous donner des illustrations, voilà, ces règles. Article L225-21 du Code de commerce, mais ce n'est que l'un des nombreux textes qui s'appliquent en matière de société anonyme. On me dit, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Donc, vous le voyez, on contrôle le cumul de mandats d'administrateurs par des personnes physiques, L225-21, cumul de mandats d'administrateurs par des personnes physiques, exerçant un mandat donc d'administrateur de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas les personnes morales, qui peuvent avoir des dizaines de mandats d'administrateurs si on les nomme à ces postes. On ne contrôle pas les mandats exercés dans des sociétés qui ont leur siège hors du territoire français. Donc vous pouvez avoir 50 mandats de sociétés anonymes de droit étranger si on vous y autorise. Et surtout, on ne contrôle pas les mandats exercés dans des sociétés autres que des sociétés anonymes. Donc vous pouvez avoir 5 mandats d'administrateur de SA, mais dans le même temps, vous pouvez être gérant de centaines de SARL, si vous le voulez, ou président de dizaines de SAS. Bon. Tant qu'on vous nomme à ces mandats, vous pouvez les exercer. Mais la loi a dit, dans la société anonyme, on va contrôler. Et alors, on a tout de même des dérogations particulières qui sont prévues. On va autoriser, pour faire simple, et parce qu'on ne va pas rentrer, on le verra, en droit spécial des sociétés anonymes, là on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va autoriser plus de cumul dans les sociétés. Enfin, on va considérer, pour vous donner l'idée, que comme le fondement de cette interdiction, de cette limitation, c'est d'éviter les conflits d'intérêts et d'éviter le fait que l'administrateur devienne indisponible pour exercer correctement ses mandats. Quand vous exercez un mandat dans des sociétés qui sont contrôlées par la société dont vous êtes déjà administrateur, eh bien on va considérer que cela fait partie du même mandat, donc on va vous autoriser à exercer plus de mandats dans les sociétés qui sont soumises au même contrôle. Mais donc la loi formule ce type de limitation. Quand on parlera des obligations des administrateurs, on parlera du devoir de loyauté et on verra qu'à côté de ce que dit la loi, la jurisprudence peut aussi faire apparaître des limitations au cumul de fonctions par un même dirigeant. C'est la voie que la Cour de cassation a ouverte par son arrêt de la Chambre commerciale du 15 novembre 2011. Bon, on en reparle quand on parle de la loyauté. Et vous avez également, je termine sur cette partie du statut, des limitations particulières qui s'appliquent aux étrangers avec des règles différentes suivant que l'on est
UE ou hors UE, et suivant que l'on est, enfin il peut y avoir aussi des traités particuliers, mais l'idée c'est que on va encadrer, on va limiter la liberté de diriger une société, enfin, en imposant des formalités particulières aux dirigeants étrangers, détention d'une carte de séjour temporaire notamment. Bien, ça c'était pour donc la nomination, pardon, et les conditions de nomination, paragraphe 1er. Paragraphe 2, dans la nomination toujours, la publicité. Quand vous nommez un dirigeant, sauf si on est dans une société en participation, quand vous nommez un dirigeant, si la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il faut respecter la publicité prévue par la loi. Et la publicité prévue par la loi, donc, vous l'avez à l'article R 123-54 du Code de commerce. Il y a beaucoup de textes aujourd'hui, R 123-54 du Code de commerce. On vous dit quoi? On vous dit que la société, lorsqu'elle s'immatricule, déclare notamment les noms d'usage, pseudonymes, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité, et on vous dit des directeurs généraux délégués, membres du directoire, etc., etc., administrateurs, président du conseil d'administration. Bon. Donc, la société est obligée de donner l'identité des personnes qui sont ses dirigeants. Pourquoi est-ce qu'on oblige la société à ça? Alors, on l'oblige lorsqu'elle procède à son immatriculation et article R 123, cette fois-là 66, on vous dit que toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R 123, 53 et suivants. Donc, si vous modifiez la liste de vos administrateurs, vous avez un mois, R 123, 66, vous avez un mois, cette fois-là, pour communiquer au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce, au greffier qui tient le registre du commerce et des sociétés, vous avez un mois pour communiquer le nom des nouveaux administrateurs. Si vous ne le faites pas, que se passe-t-il? Vous avez un article qui mérite qu'on s'y arrête un instant, L210-9, donc c'est dans le livre 2 du Code de commerce, dans les dispositions générales, L210-9, on vous dit quoi? On vous dit la chose suivante. On vous dit que la société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers des nominations et cessations de fonctions, pour faire simple, de ses dirigeants, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Donc, si la société nomme un dirigeant, en principe, elle ne peut pas se prévaloir de sa nomination à l'égard des tiers tant que cette nomination n'a pas été régulièrement publiée. Et si vous avez un ancien dirigeant, qu'il cesse ses fonctions, il va continuer à signer des contrats pour la société pourrait vouloir dire « mais non, moi je ne suis pas engagé, ce n'est plus mon dirigeant », tant qu'elle n'a pas publié la cessation des fonctions, les tiers peuvent considérer que la personne est toujours dirigeant de la société. Ça, c'est une règle qui est posée par L210-9. Vous retrouvez à peu près la même règle plus généralement à l'article L123-9. Il y a L123-8 et L123-9 du Code de commerce qui sont des dispositions plus générales sur le registre du commerce et des sociétés. Donc, voilà l'utilité de la publicité. Mention également intéressante au même article L210-9, on vous dit « Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements,
se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des dirigeants lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. Donc, la publicité qu'on donne à la nomination d'un dirigeant a un effet de purge des irrégularités qui affecteraient cette nomination. Donc, conditions de nomination, paragraphe 1er, publicité, paragraphe 2, paragraphe 3, une notion que vous croiserez sans doute un jour ou l'autre nécessairement dans votre vie, dans votre activité professionnelle, c'est, paragraphe 3, le dirigeant de fait. On peut hésiter suivant les accents, dirigeant de fait ou dirigeant de fait. En tous les cas, donc ce dirigeant de fait, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant de fait? C'est une personne qui n'est pas dirigeant de droit, donc elle n'a pas été nommée par les statuts ou par une décision postérieure à la constitution de la société, mais cette personne, en fait, exerce des fonctions qui sont des fonctions de direction. Pourquoi est-ce que cette personne fait ça? Elle peut le faire, pourquoi est-ce qu'elle agit comme un dirigeant sans avoir été nommée dirigeant? Elle peut le faire parce qu'elle a un tempérament autoritaire et qu'il y a des gens comme ça, si on les met quelque part, ils vont forcément vouloir être les chefs, sauf que si ce n'est pas les chefs, ça peut poser un problème. Ça peut être aussi des personnes qui ne veulent pas apparaître. On pourrait imaginer un scénario dans lequel une personne veut diriger parce qu'elle a mis de l'argent dans une entreprise, mais ne veut pas apparaître. Pourquoi? Parce qu'elle n'a peut-être pas envie, elle est peut-être timide. Bon, pourquoi pas. Elle a peut-être une interdiction de le faire. Ça semble déjà un cas qu'on peut imaginer plus facilement, parce qu'elle a peut-être fait l'objet d'une interdiction de gérer. Ou c'est peut-être quelqu'un qui fait partie d'une profession qui n'a pas le droit d'exercer une activité de direction et cette personne veut quand même avoir, son esprit de chef d'entreprise la conduit à vouloir quand même diriger. Ou ça peut être quelqu'un qui est salarié d'une société concurrente et qui veut profiter des informations qu'il a, donc il va créer une entreprise, mais il ne veut pas la diriger, il ne veut pas apparaître. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va exercer un pouvoir de direction, mais sans avoir été nommé par un organe ou par les statuts, et donc sans apparaître formellement comme étant dirigeant. Alors, pour qu'une personne, on va voir ce qui se passe, comment est-ce qu'on reconnaît une personne comme étant dirigeante de fait, et on dira ensuite ce qui se passe quand on est reconnu, quelles sont les conséquences donc d'être dirigeant de fait. En précisant que la loi ne définit pas la notion de dirigeant de fait, mais un certain nombre de textes font référence aux dirigeants de fait. Il n'y a pas de définition précise dans la loi du dirigeant de fait, et c'est quelque chose, si on y réfléchit, qui peut être assez dangereux, parce que dans beaucoup de sociétés, vous avez des personnes qui vont, à un moment donné, faire la même chose qu'un dirigeant. Dans beaucoup de sociétés, il y a des gens qui vont, à un moment donné, prendre des décisions que le dirigeant pourrait prendre, mais ces personnes, eh bien, elles vont agir à la place du dirigeant, par exemple, parce qu'elles ont quelque chose qu'on rencontre souvent en pratique, on n'en a pas encore parlé, me semble-t-il, c'est la délégation de pouvoir. C'est quoi une délégation de pouvoir? On en parlera quand on verra la responsabilité du dirigeant. Oui? Alors, un dirigeant délègue effectivement à un tiers
c'est en règle générale un préposé. Donc c'est la plupart du temps un salarié de la société. Ce salarié de la société, on va lui transférer une partie des pouvoirs du dirigeant. L'intérêt de la délégation de pouvoir étant qu'on va lui transférer du même coup la responsabilité. Donc vous avez beaucoup ça dans les grandes entreprises où le dirigeant ne peut pas exercer seul toutes les fonctions. En réalité, on parle ici de ce qu'on appelle la responsabilité du chef d'entreprise. C'est-à-dire que si la société commet des manquements, par exemple aux règles environnementales, aux normes de sécurité, aux droits du travail, eh bien, il est possible que le dirigeant engage quasi automatiquement sa responsabilité. Parce que c'est à lui de surveiller l'entreprise et donc on va pouvoir lui reprocher de ne pas avoir surveillé. Si un salarié, par exemple, tombe d'un échafaudage parce qu'il n'y a pas de garde-corps sur l'échafaudage, l'entreprise, la société peut être poursuivie pour homicide par imprudence ou blessure involontaire, et c'est peut-être la personne morale qui peut être poursuivie, mais avant ça, le chef d'entreprise peut être poursuivi. Et le chef d'entreprise, c'est le dirigeant social, c'est le gérant, c'est le directeur général ou le président. Donc ces personnes-là peuvent être poursuivies. Sauf si le dirigeant peut montrer qu'il a délégué à un salarié la mission de surveiller que les mesures effectives étaient prises dans la société. Et donc ça veut dire que peut-être que des actes de surveillance, peut-être que des sanctions, peut-être que des achats importants vont être faits par des personnes qui ne sont pas le dirigeant, mais qui agissent parce qu'ils ont une délégation de pouvoir. Et on se dit, mais alors, toute personne qui va agir au nom de la société, est-ce qu'elle n'est pas dirigeant de fait? Non, une personne qui agit en vertu d'une délégation de pouvoir, elle n'est pas dirigeant de fait, sauf si vous arrivez à montrer que finalement, elle a un très fort pouvoir d'initiative, qu'elle a une très grande autonomie. Peut-être si la délégation de pouvoir porte sur tous les pouvoirs du dirigeant, là vous allez pouvoir dire, cette personne-là, elle se comporte comme un dirigeant de fait. Mais il y a un élément aussi qui est que généralement, le dirigeant de fait, il agit, il a pris de lui-même l'initiative d'agir. S'il a une délégation de pouvoir, ça devient déjà plus discutable de dire qu'on est en présence d'un dirigeant de fait, parce qu'il agit dans le cadre d'une délégation de pouvoir qui lui a été donnée ponctuellement par le dirigeant. Si par contre le dirigeant lui a fait une délégation de pouvoir globale, là on dira plus facilement dirigeant de fait. Mais souvent, vous allez avoir un dirigeant de fait dans des petites structures où ce n'est pas formalisé. Ça peut être un associé important qui va se comporter comme dirigeant de fait, alors que la personne qui est dirigeant de droit, qui est dirigeant, ne l'est que sur le papier en réalité. Le critère que retient la jurisprudence, la formule qu'on a souvent, c'est qu'il faut vérifier que la personne que l'on qualifie de dirigeant de fait exercer une activité positive de gestion ou de direction en toute indépendance. Qu'est-ce qui se passe quand on est reconnu comme dirigeant de fait? Eh bien, c'est super, tout le monde vous appelle Monsieur le Président, alors on dit de fait, mais vous ne l'entendez pas, donc vous êtes Monsieur le Président, vous êtes content. Non, plus sérieusement. Quand vous êtes dirigeant de fait, ça veut dire surtout, c'est un peu comme, vous savez, comme dit Spider-Man, les grands pouvoirs appellent les grandes responsabilités, eh bien, quand vous êtes dirigeant de fait, généralement, ce n'est pas pour vous récompenser qu'on vous reconnaît comme dirigeant de fait, c'est pour accrocher, si vous voulez, à votre patrimoine ou à votre personne les conséquences, la responsabilité du dirigeant. Pourquoi est-ce que, dans votre vie, vous essaierez d'éviter d'être qualifié de dirigeant de fait? Déjà parce que, sur le principe, si vous êtes dirigeant de fait, c'est une situation qui est anormale. Si vous dirigez une société,
c'est parce que vous avez été nommé dirigeant, donc que vous êtes dirigeant en droit. Si vous êtes en train de diriger sans qu'on vous ait nommé pour ça, je suis désolé, mais vous faites des choses qui ne sont pas normales. Vous exercez une activité sans autorisation des associés, ça n'est pas normal de faire ça. Plus précisément, première responsabilité qui peut vous tomber dessus, c'est la responsabilité pénale. Alors, est-ce qu'un dirigeant de fait peut être condamné pour des faits d'abus de biens sociaux? Il y a un principe du droit pénal qui devrait s'opposer à ça, parce qu'on nous dit, je prends le texte sur l'abus de biens sociaux, on me dit, encourt 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, le fait d'utiliser les biens de la société dans son intérêt personnel, mais on me dit que c'est le président, les administrateurs, les directeurs généraux d'une société anonyme. On ne me dit pas « et les personnes qui se comportent comme si elles étaient président, administrateur ou directeur général, alors qu'elles ne le sont pas. » Quel est le principe qui devrait du coup s'opposer à l'extension aux dirigeants de fait de cette responsabilité? Oui. Principe d'individualité des délits et des peines, à côté. Interprétation stricte de la loi pénale, quand vous avez un texte qui vise des personnes qui ont une qualité donnée, eh bien, normalement, il ne s'applique qu'aux personnes qui ont cette qualité. Sauf que on a ici un texte spécial, précisément, puisqu'on a l'article L246-2, qui est un texte balai, qui vous dit que les dispositions des articles, alors on inclut notamment L242-6, mais on inclut ici toutes les infractions pénales applicables aux sociétés par action, eh bien on vous dit que les dispositions des articles, etc., visant le président, les administrateurs, directeurs généraux, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion des dites sociétés. Après, il y a une formule pas très claire, sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. Bon, sous le couvert, ça doit vouloir dire avec l'autorisation, ou à la place, donc sans autorisation, des représentants légaux. Bon, en tous les cas, on a avec ce L246-2 du Code de commerce un texte qui nous dit très clairement que si vous êtes dirigeant de fait, vous êtes aussi visé par ces textes sur la responsabilité pénale du dirigeant. Donc, premier risque qui peut vous tomber dessus, les infractions que vous ferez, eh bien, elles sont punissables, comme si vous étiez dirigeant de droit. Votre responsabilité civile peut également être engagée. Les fautes que vous allez commettre, eh bien, ces fautes de gestion, si vous gérez mal la société alors que vous êtes dirigeant de fait, eh bien, vous allez pouvoir engager votre responsabilité vis-à-vis des associés ou des actionnaires, mais vous n'aurez pas application des textes spéciaux, c'est-à-dire que, par exemple, le texte sur la prescription, on verra que la prescription en matière de responsabilité des dirigeants, c'est 3 ans, généralement. Eh bien, quand vous avez un texte qui prévoit une prescription par 3 ans, vous ne l'aurez pas si vous êtes dirigeant de fait, parce que vous serez en dehors de ce texte spécial, et donc on vous appliquera la prescription de droit commun qui est de 5 ans, absolument. En pratique, là où on fait très attention à la qualification de dirigeant de fait, vous le verrez l'année prochaine, c'est en matière de procédure collective. C'est surtout là-dessus que se fait la grande bagarre pour éviter ou au contraire arriver à qualifier une personne de dirigeant de fait. Parce que quand une société est mise en liquidation judiciaire, vous avez une action en responsabilité spéciale qui vise les dirigeants et qui permet de leur faire supporter sur leur patrimoine personnel tout ou partie du passif de la société. Cette action particulière
Elle vise, donc c'est ce qu'on appelle l'action en comblement du passif ou l'action en comblement de l'insuffisance d'actifs. Cette action particulière, elle joue dans des sociétés qui sont en liquidation judiciaire, donc qui n'ont a priori pas de quoi payer tous leurs créanciers, voire pas de quoi payer du tout leurs créanciers. Et donc, si jamais on trouve quelqu'un qui est particulièrement solvable, qu'on peut le qualifier de dirigeant de fait, et qu'on peut montrer qu'il a fait une faute de gestion qui a conduit la société à l'insuffisance d'actifs, alors tout le monde est très content. Enfin, tout le monde est très content. C'est la fête chez les créanciers parce qu'ils vont pouvoir être payés. En revanche, on est moins content du côté de la personne qui est qualifiée de dirigeant de fait. Oui ? Ça veut dire, dans cette faute de gestion-là, ça veut dire qu'on va lui mettre les conséquences du dirigeant, mais sans lui accorder la protection de la faute détachable, parce que c'est détachable. La question de la faute détachable, c'est autre chose. Quand on exerce l'action en comblement du passif, la théorie de l'écran de la faute détachable ne joue plus. Donc, et puis on pourrait discuter d'ailleurs, certains arrêts le reconnaissent, mais dirigeant de fait, c'est pas sûr qu'il puisse bénéficier de l'écran de la société quand les tiers agissent contre lui. Mais dans ce cas particulier, on va pouvoir agir contre le dirigeant de fait, et vous pouvez imaginer la situation suivante, qui est qu'une société importante est en difficulté, elle est mise en liquidation judiciaire, les créanciers ne sont pas payés, ils ont pour des millions et des millions d'impayés, et puis on va regarder, des créanciers ou des avocats tombent sur les PV du conseil d'administration de la société. Et là, on s'aperçoit qu'était présent au conseil d'administration le représentant d'une banque qui est un des prêteurs de la société. Vous voyez vers où on est en train d'aller. Si on arrive à montrer que la banque n'était pas administrateur, mais un de ses salariés était présent, et on va s'apercevoir que ce salarié, eh bien, il a pu donner des instructions en disant oui, non, nous ne pensons pas que ce soit une bonne chose que la société commence telle activité nouvelle, où il faudrait qu'elle vende un immeuble. Et finalement, si on arrive à montrer que la banque, par le biais de son salarié, s'est comportée comme un dirigeant de fait, alors, à ce moment-là, vous imaginez que ça va être très intéressant pour les créanciers parce qu'ils vont pouvoir obtenir que ce dirigeant de fait, si c'est une banque qui est donc a priori solvable, que ce dirigeant de fait soit tenu de la partie du passif ou de tout ou partie du passif. Et donc, les banques auront à cœur, mais de manière générale, toute personne intelligente aura à cœur de ne pas être qualifié de dirigeant de fait parce qu'il y a cette responsabilité lourde, particulièrement lorsque la société est en liquidation judiciaire. Ça, c'était sur donc la nomination du dirigeant. Section numéro 2, les pouvoirs du dirigeant. Les pouvoirs du dirigeant, ici, on est dans les propos qui sont généraux, puisqu'on est dans ce semestre dans l'étude du droit commun des sociétés, mais il y a quand même quelques règles à vous donner, des règles générales qui vont s'appliquer à tous les dirigeants. Première observation, les pouvoirs des dirigeants en droit français des sociétés sont variables. Sont variables parce que, suivant les formes sociales, suivant les choix faits par les rédacteurs des statuts, vous avez plus ou moins de pouvoirs, vous avez des pouvoirs plus ou moins généraux, vous avez parfois pas ou peu de pouvoir entre les mains des dirigeants. Je précise mon propos. Dans la société anonyme, par exemple, celle qui a un conseil d'administration, vous avez le directeur général qui exerce les pouvoirs, le pouvoir de direction exécutive, c'est-à-dire le pouvoir de direction générale. C'est lui qui va signer les contrats, c'est lui qui va prendre normalement toutes les décisions courantes
Mais courantes, ça ne veut pas dire les décisions banales, les décisions peu importantes. Ça veut aussi dire que c'est par principe lui qui prend les décisions. Sauf quand la loi ou les statuts ont donné pouvoir à un autre organe. Donc, dans une SA à conseil d'administration, le directeur général a un pouvoir, comme son nom l'indique, de direction générale, mais il est sous la surveillance du conseil d'administration, qui est également un organe de direction mais, c'est l'article L225-35 qui m'intéresse ici, un organe de direction avec des pouvoirs qui sont des pouvoirs définis de manière... avant 2001, ils étaient même pas définis. Ils étaient définis comme les pouvoirs du directeur général, c'était les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Sauf qu'avant 2001, la différence entre directeur général et conseil d'administration, qui est encore présente aujourd'hui, c'est que le directeur général, comme il est tout seul, il peut agir à tout moment, il est constitué en permanence, alors que le conseil d'administration, qui est un organe collégial, n'est constitué que par intermittence, que lorsqu'il se réunit. Ça implique une différence dans leur fonctionnement. C'est pour ça que le directeur général, qui est en permanence en capacité d'agir, c'est celui qui, normalement, agit au nom de la société. Ce n'est que ponctuellement que le conseil d'administration va se réunir et exercer des pouvoirs. On pourrait en théorie imaginer une société dont l'organe, dont le conseil d'administration soit l'organe de direction. Mais ça ne serait pas pratique. On a une situation assez proche dans la société à directoire et conseil de surveillance, mais avec possibilité de répartir les pouvoirs pour que des membres du directoire puissent agir finalement avec plus d'autonomie. Mais en principe, avant 2001, il n'y avait pas en principe, c'est avant 2001, pardon, il n'y avait pas de différence, pas de distinction, si ce n'est qu'on avait un organe qui était constitué en permanence et un organe qui ne se réunissait que par intermittence, et donc on déduisait de ça une différence dans leur pouvoir. En 2001, on a précisé les choses, et on a dit, le conseil d'administration, donc c'est l'article L225-35, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Détermine les orientations de l'activité de la société, on comprend qu'il a un pouvoir qui est un pouvoir sur les grandes décisions. Si vous déterminez les orientations de l'activité de la société, vous êtes celui qui décide dans quel sens général on va. Est-ce que l'année prochaine, on va se lancer dans une activité de vente sur Internet, par exemple, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent? Ça me semble être une grande orientation. Donc ça, normalement, c'est le conseil qui la décide. Alors c'est le conseil qui la décide. Le directeur général doit pouvoir prendre des décisions. Peut-être que lui va décider de son propre chef de se lancer dans de nouvelles activités. Mais il faut regarder aussi l'objet social, parce que le directeur général et même le conseil d'administration ne doivent pas pouvoir... la société sera engagée, même si les actes sont faits en dehors de l'objet social, on reviendra là-dessus, elle sera engagée en principe, mais ça serait une faute pour le directeur général et même pour le conseil d'administration de ne pas respecter les statuts. Donc si les statuts ne prévoient pas la possibilité de faire une activité qui passe par Internet, a priori, les dirigeants ne devraient pas faire cette activité sans avoir demandé aux actionnaires, dans mon exemple, de modifier les statuts. Tout ça est affaire ensuite d'appréciation. Peut-être qu'il faut agir de manière urgente, peut-être que les actionnaires
ont déjà autorisé ça, même si les statuts n'ont pas été modifiés. Peut-être que la rédaction de l'objet est assez large pour permettre d'étendre l'activité. En tous les cas, vous voyez, enfin, les pouvoirs des dirigeants, il faut les regarder les uns par rapport aux autres, il faut aussi les regarder par rapport au statut. Ce n'est pas des questions simples, et la loi n'est pas forcément, le code de commerce ou le code civil ne sont pas forcément toujours très précis là-dessus. Donc, des pouvoirs qui sont variables en fonction des formes sociales, en fonction des statuts, et des pouvoirs qui ne sont pas définis, c'était ma deuxième observation générale, qui ne sont pas définis d'une manière qui est une manière toujours claire, précise et exhaustive. Toujours dans les observations préalables, même si la loi, là encore, ne le dit pas de manière toujours claire, il faut distinguer le pouvoir de décision du dirigeant et le pouvoir de représentation. Pouvoir de décision et pouvoir de représentation. Pourquoi est-ce que ça n'est pas toujours très clair? Parce que beaucoup de dirigeants font les deux. Si vous êtes gérant d'une SARL, par exemple, et que vous voulez que la SARL achète un stock de marchandises important, vous prenez la décision de le faire au nom de la société, vous décidez que la société va acheter le stock de marchandises, et vous vous rendez auprès du fournisseur et vous faites avec lui un contrat de vente où vous signez au nom de la société, quand il y a marqué sur le contrat acquéreur, la SARL Intel, représentée par son gérant X, et vous signez. Bien. Vous avez exercé en même temps le pouvoir de décision et le pouvoir de représentation. Mais quand vous avez, par exemple, la société anonyme à directoire, vous avez un organe de direction qui est un organe collégial. Vous avez 3 personnes, par exemple, qui se réunissent et qui disent « il faudrait que nous achetions un stock de marchandises pour la société ». Ces personnes font un PV des décisions du directoire. Elles se sont mises d'accord sur le fait que la société devait acheter le stock de marchandises. Maintenant, quand il va falloir signer le contrat pour acheter les marchandises auprès du fournisseur, ce n'est pas les 3 personnes qui vont aller toutes signer le contrat, c'est le président du directoire qui a le pouvoir de représentation de la société qui va signer le contrat. Mais il faut comprendre que, dans l'exemple de la société à directoire, le président du directoire ne pouvait pas décider seul de l'achat du stock de marchandises. Il représente la société, mais comme par principe, il n'a pas seul de pouvoir de décision, il n'agit que si le directoire a pris collégialement la décision qui lui permet ensuite de représenter la société. Et donc, le fournisseur pourrait, par exemple, se voir opposer que la société n'a pas valablement pris la décision parce que, oui, peut-être que le président a signé, mais il n'y avait pas de décision valable du directoire qui engageait la société. Donc, distinction entre pouvoir de décision et pouvoir de représentation. Je vais voir 2 points dans cette section sur les pouvoirs, la définition des pouvoirs par la loi et la définition des pouvoirs par les statuts. Premier paragraphe, définition des pouvoirs par la loi. Cette définition, j'insiste là-dessus, elle est généralement faite de manière rapide, généralement de manière imprécise. Le texte que je vous ai cité sur le conseil d'administration, le conseil détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. On me précise, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'est des formules assez vagues. Il se saisit des questions qui intéressent la bonne marche de la société,
le café est vraiment très mauvais dans le distributeur du hall d'accueil, tout le monde se plaint, ça c'est une décision pour le conseil d'administration. Ben non, on fait les grandes orientations. Non, non, attendez, on fait les grandes orientations, mais on se saisit de toute question qui intéresse la bonne marche de la société, donc un PV pour dire qu'on change de fournisseur de café, résolution du conseil, délibération du conseil d'administration pour dire cela, voilà, avec convocation, transmission d'informations, séance, on va goûter tous les cafés les uns après les autres, voilà. On peut imaginer ça avec le café, on peut imaginer plein d'autres choses, voilà, et le papier hygiénique des toilettes, enfin, bon, je vous passe, bon, stop là-dessus, mais c'est vrai que voilà, les délibérations qui concernent les affaires, je ne sais pas comment se fait la phase de test, les affaires qui la concernent, tout ça, effectivement, c'est défini d'une manière qui n'est pas très précise. Je prends le président de la SAS et vous allez voir que pour ce que nous dit la loi, c'est pas forcément beaucoup mieux. On nous dit que le président de la SAS, eh bien, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social. Donc, vous le voyez, c'est une définition donnée par la loi qui est particulièrement large. Ça, c'est dans la définition de principe des pouvoirs des dirigeants. La loi n'est généralement pas très précise. Bien. Maintenant, à cette définition de principe, la loi ajoute souvent des restrictions particulières. Il y a des actes qui sont réglementés, il y a des actes qui sont interdits. Et je prends l'exemple de la société anonyme, dans laquelle vous avez des contrats particuliers que la société ne peut pas faire, que le dirigeant ne peut pas faire, sans respecter des règles particulières. C'est ce que l'on appelle les conventions réglementées. Ça fait partie des points importants du droit des sociétés. Est-ce que le dirigeant peut faire seul un contrat avec la société? Le risque étant que si le dirigeant négocie avec lui-même, d'un côté, il y a la société représentée par le dirigeant, de l'autre côté, il y a le dirigeant agissant pour son propre compte. Bien. Donc le dirigeant se met devant une glace, il prend un chapeau, et il met son chapeau de dirigeant et il dit alors la société est prête à vous vendre cet immeuble pour la somme de 1 million d'euros. Il enlève son chapeau, il dit oh là, mais c'est très cher ça, moi je ne suis pas du tout d'accord, moi je propose 300 000 euros. Il remet son chapeau, ah vous êtes dur en affaires, dites donc, mais en même temps vous êtes un acheteur intéressant, on sait que vous êtes solvable, bon allez, 310 000 euros. Le dirigeant enlève son chapeau, il fait « Ah, vous êtes dur, vous aussi, mais bon, voilà, on est d'accord, on se met d'accord sur 310 000 euros. » Et donc, voilà, le dirigeant vient de faire un acte qui est un acte juridique valable parce qu'il y a deux sujets de droit. Ce n'est pas un contrat avec lui-même en droit, puisqu'il y a d'un côté la société, de l'autre lui, mais la particularité, c'est que c'est la société représentée par lui-même. Et donc, pour éviter ce genre de petit scénario que je viens de vous décrire, si le dirigeant veut faire ça, on ne va pas lui interdire d'acheter un bien de la société, mais on va l'obliger à respecter une procédure particulière. Dans la société anonyme, c'est la procédure la plus contraignante, c'est pour ça que je la prends comme exemple. Dans la société anonyme, c'est les articles L225-38 et suivants du Code de commerce. Si le dirigeant veut faire un contrat avec la société, par exemple, acheter un bien de la société, eh bien, il doit commencer par... Il ne fait pas le contrat. Avant de faire le contrat, il doit aller voir le conseil d'administration et demander l'autorisation du conseil pour faire le contrat. Ça veut quand même dire que le dirigeant doit informer tout le conseil d'administration de ce qu'il entend acheter un bien de la société pour, dans mon exemple, 300 000 euros ou 310 000 euros. Donc déjà, il faut oser aller voir les administrateurs en leur disant
Chers amis, vous savez, l'immeuble de la société là qu'elle n'utilise plus, qui est dans le 16e arrondissement, ben, cet immeuble, moi j'envisage de l'acheter pour 310 000 €. Le conseil d'administration se réunit et décide s'il l'autorise ou non. Ça veut quand même dire que c'est plus le dirigeant tout seul qui est en train de faire un achat à un prix qui n'est pas du tout le bon prix. Ça veut dire que si le conseil autorise, c'est les administrateurs qui prennent la responsabilité de dire on autorise la société à vendre 310 000 € un bien qui vaut 690 000 € de plus. Donc il faut oser. Parce que s'il y a des poursuites après pour abus de biens sociaux, on va pouvoir aussi rechercher la responsabilité des administrateurs qui ont autorisé l'opération. Donc déjà, il faut oser. Imaginons que le conseil, que ça soit moins une opération lésionnaire pour la société, imaginons que le conseil se dise, bon, il propose 800 000 €, c'est vrai qu'on a un prix de marché qui est plus proche d'1 million, mais quand même, on se dit que mieux vaut vendre très vite l'immeuble et puis il prend peut-être des engagements particuliers de, je ne sais pas moi, de s'occuper de la plainte qui a été déposée parce que l'immeuble n'avait pas été mis en conformité. Enfin, on peut imaginer qu'il y ait d'autres éléments. Le conseil autorise. Donc le conseil vient d'autoriser l'opération. Le dirigeant signe le contrat. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il faut que le contrat soit transmis au commissaire aux comptes, donc à l'organe de contrôle de la société. Le commissaire aux comptes fait un rapport sur l'opération, en reprenant les éléments de l'opération, et ça, c'est transmis à l'Assemblée générale. Alors, ce n'est pas l'Assemblée qui modifie les statuts, mais c'est l'Assemblée générale ordinaire. Ça veut dire que, et cette Assemblée, elle doit approuver la Convention. Si le Conseil n'autorise pas et que le dirigeant fait quand même le contrat est nul. Si l'Assemblée n'approuve pas, le contrat n'est pas nul, mais on peut mettre à la charge du dirigeant et éventuellement à la charge des administrateurs qui ont autorisé la Convention les conséquences préjudiciables de la Convention. Donc, s'il n'y a pas d'autorisation du Conseil, il y a une sanction de nullité. Si, en revanche, le Conseil a autorisé, mais l'Assemblée n'approuve pas, ce n'est pas une nullité la sanction, c'est qu'on peut mettre les conséquences préjudiciables de la Convention à la charge du dirigeant et de ceux qui ont autorisé l'opération. Donc, dans mon exemple, la société a perdu 700 000 ou quasiment euros du fait de l'achat fait de l'immeuble qui valait 1 million pour 300 000 €. Ces 700 000 €, on va pouvoir demander eh bien une somme équivalente au président qui a acheté le bien et aux dirigeants qui ont autorisé l'opération. Question que vous posez, est-ce qu'on peut réunir l'AGE pour ne pas attendre l'AGO? C'est vrai que l'AGO, il y en a une fois par an pour approuver les comptes de l'exercice précédent. Et en pratique, c'est très bien que vous posiez cette question, en pratique, ce qui se passe, c'est que on fait généralement, c'est l'AG qui approuve les comptes, qui va en même temps examiner les conventions réglementées. Est-ce qu'on peut réunir une assemblée générale extraordinaire? En réalité, si on réunit une assemblée le plus vite possible ou sans attendre l'assemblée qui approuve les comptes chaque année, ça ne va pas être une assemblée générale extraordinaire, ça va être une assemblée générale ordinaire, mais la terminologie de la pratique, c'est qu'on va réunir extraordinairement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'assemblée normale, c'est une assemblée qu'on réunit d'une manière qui n'était pas prévue initialement. Mais enfin bon, est-ce qu'il n'y a jamais une manière qui est prévue initialement? Enfin, on veut dire par là qu'on réunit une assemblée ordinaire, mais en dehors du cadre habituel d'examen des comptes sociaux et de décision d'affectation du résultat. D'accord? Bien. Donc,
Ça, c'est les conventions réglementées. On les verra plus en détail quand on étudiera les sociétés anonymes, mais il faut... Alors, ça s'applique aux conventions conclues avec le dirigeant. Ça s'applique plus largement dans les différentes sociétés. Ça peut s'appliquer, par exemple, aux conventions conclues avec un associé qui détient une certaine fraction du capital. Dans la société anonyme, par exemple, on vous dit, c'est l'article L225-38, on vous dit que c'est la convention conclue avec le dirigeant ou un actionnaire qui dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Il y a d'autres cas d'application, mais je ne rentre pas dans le détail. Si je prends maintenant la SARL, par exemple, la SARL, on nous dit autre chose. On nous dit que c'est les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Donc là, dans la SARL, on ne demande même pas que l'associé détienne une fraction particulière du capital, c'est un gérant ou tout associé. Même si vous avez une seule part, vous êtes concerné. Si vous faites un contrat avec la société, il faut suivre la procédure particulière qui est prévue dans la SARL. Pourquoi? Parce que c'est une société plus petite et on se dit que même si vous n'avez que très peu de parts, vous êtes peut-être en mesure d'exercer une influence sur le dirigeant et de le conduire à vous consentir des conditions qui sont des conditions trop favorables. Donc, vous avez un dispositif dont le champ d'application est variable. Dans les sociétés anonymes, par exemple, ça s'applique aussi au contrat que fait la société avec une société qui a un dirigeant en commun. Ça veut dire en pratique que vous appliquez très souvent la procédure. Si vous faites un contrat avec une société du même groupe, c'est très fréquent qu'il y ait au moins un administrateur qui soit commun ou que le dirigeant de la société en question soit peut-être au conseil d'administration de la société anonyme. Voilà. Donc c'est un dispositif qui s'applique quand même souvent. Il y a des exceptions pour simplifier un peu la vie des sociétés. L'exception la plus connue qu'on rencontre dans toutes les sociétés, c'est celle qui vise les opérations courantes conclues à des conditions normales. Donc, opérations courantes conclues à des conditions normales. Je suis dirigeant de la société Orange, je prends un nouvel abonnement téléphonique, eh bien, voilà, si je le prends, c'est une opération courante. Si elle se fait à des conditions normales, alors après, il y aura peut-être des conditions avantagées parce qu'on fait partie du groupe, mais parce qu'on est dirigeant, enfin parce qu'on est cadre ou salarié en tous les cas. Mais l'idée, c'est, voilà, si c'est une opération courante à des conditions normales, on n'a pas appliqué la procédure. C'est vrai que si la société fait des conditions favorables à ses salariés, du coup, on ne va plus être dans des conditions normales. Mais l'idée qu'on voulait quand même, c'était éviter que le moindre petit contrat, le dirigeant de la société Total qui fait un plein d'essence, pour éviter qu'ils doivent aller chez les concurrents pour se dire « Ah là non, j'ai pas envie de devoir aller demander l'autorisation du conseil d'administration avant de faire le plein », pour éviter ça, eh bien, on a prévu cette dérogation particulière. Depuis 2014, on a prévu une dérogation dans les sociétés anonymes pour les contrats faits entre une société et sa filiale à 100%. Parce qu'on considère, je simplifie un peu le dispositif, mais l'idée c'est que quand vous faites un contrat entre une société et sa filiale à 100%, l'idée c'est que vous n'avez plus vraiment de conflit d'intérêts dans cette situation. Parce que si la société s'avantage beaucoup par rapport à sa filiale, si elle appauvrit sa filiale, si elle est actionnaire à 100% de la filiale, on peut considérer qu'elle s'appauvrit elle-même finalement. Et si la convention est déséquilibrée parce que
elle est trop avantageuse pour la filiale, on peut considérer que la société actionnaire à 100% va retrouver la richesse excessive qu'elle a donnée à la filiale dans les actions, par les actions de la filiale qu'elle détient. Donc on a prévu que pour ces conventions particulières entre une société mère et sa filiale à 100%, eh bien, on a une dérogation à l'application du dispositif, pareil que si c'était une opération courante conclue à des conditions normales. Ça, c'est les conventions réglementées. Et puis, vous avez des conventions qui sont carrément interdites. Dans certaines sociétés, pour certaines conventions, on les interdit complètement. Je prends un exemple connu, c'est les prêts que viendraient à contracter les dirigeants, personnes physiques, d'une société anonyme avec la société. On nous dit, c'est l'article L225-43, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, autres que les personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société. Pourquoi est-ce qu'on interdit aux dirigeants d'emprunter un peu d'argent, pas grand-chose, quelques millions à peine, auprès de la société? Pourquoi est-ce qu'on lui interdit ça? Parce que si on autorisait le dirigeant, si on n'avait pas interdit ça, le dirigeant qui a un accès permanent au compte de la société, au compte bancaire de la société, pourrait être tenté de faire des prélèvements importants. Je me suis fait un petit virement d'1 million d'euros ce week-end, mais tout va bien. Et puis, l'idée est la suivante, c'est je compte bien garder ce million d'euros ad vitam aeternam tant que personne m'a vu. Tant que personne n'a remarqué qu'il manquait 1 million d'euros, mais peut-être que j'ai fait en sorte que personne ne puisse le remarquer, tant que personne ne l'a vu, je garde mon million d'euros. Et puis, le jour où vous vous rendez compte qu'il y a 1 million d'euros qui ont été virés du compte de la société à mon compte bancaire personnel, qu'est-ce que je vais dire? Mais moi, je n'ai fait qu'emprunter à la société. Je n'ai pas du tout pris de l'argent comme ça pour le voler. Ce serait d'ailleurs pas du vol. Mais ce n'est pas de l'abus de biens sociaux. Moi, je comptais le rendre, bien sûr. J'arrive pas bien à faire les yeux du chat dans Shrek, mais imaginez un peu ça. Voilà, l'idée, c'est bien sûr que c'est un prêt simplement que je faisais. Vous me connaissez, je suis honnête. Il faudrait que je me mette plutôt comme ça. Voilà. Vous me connaissez, je suis honnête. Bien sûr que je n'allais pas prendre de l'argent à la société. Je ne faisais qu'emprunter. Et donc, pour éviter ce genre de situation difficile à appréhender, parce qu'après on dira, bah oui, peut-être que c'était un prêt, et puis il va peut-être vous sortir un papier qu'il aura bricolé entre-temps, qui sera contrat de prêt entre lui et la société. Il dira, oui, je ne l'avais pas fait autoriser par le conseil, mais est-ce que ce n'était pas une opération courante, conclue à des conditions normales, de me prêter ce petit million d'euros pour la société qui a tant d'argent, et moi si peu, ma villa, vous comprenez? Bref, tous ces travaux à faire, en tous les cas, pour éviter les tentations, eh bien, on a dit qu'il était interdit aux dirigeants, personnes physiques, d'emprunter à la société, de même qu'il lui est interdit de faire cautionner par elle ses engagements envers un tiers. Donc il n'emprunte pas 1 million d'euros à la banque en disant « si je ne paye pas, c'est la société qui paye ». Tout ça, c'est interdit. Ça ne concerne que certaines formes sociales. Ça ne concerne que le dirigeant pour la société anonyme, personne physique. On ne veut pas empêcher une société de prêter à une autre société, donc à une société qui serait, à un dirigeant qui serait personne morale, parce que, eh bien, voilà, on ne veut pas entraver le crédit intragroupe, parce que souvent, la société dirigeante, ça va être une société du même groupe, et on ne veut pas empêcher les sociétés de se prêter de l'argent entre elles. Donc, je finis pour le moment ici. La loi vous donne une définition de principe des pouvoirs des dirigeants qui est généralement imprécise, et vous avez ponctuellement des encadrements, voire des interdictions pour certaines opérations particulières. Demain, on continuera avec la définition statutaire des pouvoirs des dirigeants. Merci de votre attention, chers amis, et merci à vous aussi.